donne tout de suite la parole à Janine Altounian, qui probablement n'a pas besoin d'être présentée, mais après tout, qui est psychanalyste, traductrice des œuvres de Freud et qui a produit plusieurs ouvrages tournant autour de la question notamment de la langue arménienne et du fait de l'être arménien, on pourrait dire. Elle va dire tout ça certainement beaucoup mieux que moi. Et elle va nous parler de sa rencontre avec Krikor Beledian, détenteur et traducteur d'une culture perdue. Oui, juste quelques mots, ça marche pas ? Si, ça marche. C'est bon. Vous ne voyez pas bien là, en fait ? Parce que c'est comme il va y avoir quelque chose qui sera projeté, vous n'allez pas voir ce qui sera projeté. C'est juste ça. Bien, alors je vais me présenter très rapidement pour que vous compreniez un peu mon mode d'intervention qui est sans doute très marginal par rapport à ce colloque. D'abord, mon exposé aura deux parties. Donc, dans la première partie, c'est une autobiographie. Donc, vous verrez un peu qui je suis. Et dans la deuxième partie, j'analyse ou je commente deux œuvres de Krikor Beledian. Mais en ce qui concerne ma personne, si vous voulez, je ne suis pas psychanalyste, je ne suis pas arménologue, je ne suis pas historienne. Disons que j'ai travaillé dans deux directions. La première, en tant que germaniste, je suis devenue traductrice de Freud dans l'équipe de La Planche, dont le dernier volume des œuvres complètes, qui comprend 20 volumes, vient de sortir seulement maintenant. Donc j'ai travaillé 35 ans à ce travail, à cette traduction, évidemment avec d'autres personnes. Hein. Et la deuxième dimension de ma personne, c'est que j'ai écrit, à partir de 1975, des textes qui ont été ensuite réunis en livres, dont certains, on peut se les procurer dehors, sur qu'est-ce que c'est que, sur le plan psychique, de descendre de survivants de ce qui nous est arrivé, de ce qui est arrivé à nos parents. Bien, alors, voilà. Certaines choses que je vais dire ont déjà été dites un petit peu précédemment. Donc, j'aimerais tout d'abord m'expliquer sur la connotation personnelle de l'incipit de mon intervention, ma rencontre avec Krikor Beledian. Alors, cette connotation personnelle se justifie non seulement par la position subjective d'analysante qui a toujours inspiré mon écriture, mais en cette occurrence, par la circonstance éminemment factuelle qui m'a obligée à rechercher et donc rencontrer en 1978, parmi les intellectuels arméniens dont j'avais récemment fait la connaissance, une personne suffisamment familière avec la langue des Arméniens turcophones pour être capable de déchiffrer et traduire un manuscrit de mon père, écrit en caractère arménien, mais en langue turque. Cette personne s'avéra être Krikor Beledian, un traducteur à tous les sens du terme, comme je vais l'expliquer par la suite, c'est le sens en général de cette intervention, qu'il est un traducteur à tous les sens du terme et pas seulement un traducteur sur le plan linguistique. Alors, un traducteur qui non seulement assura la traduction de ce texte, pour moi primordial, essentiel bien sûr, mais qui accompagna mes démarches lors des 5 étapes de publication que connut le destin de sa version initiale, au gré des conjonctures politiques ou éditoriales, en 1982, première publication, 1990 dans le livre « Ouvrez-moi seulement les chemins d'Arménie », 2007 dans un livre avec plusieurs psychanalystes et un texte très important de Krikor Beledian autour
du texte de mon père, dont on voit le facsimilé. Ça, il y a un exemplaire, vous pouvez le consulter. En 2007, c'était un livre identique, mais en version italienne. 2009 en version française et 2015, alors il est sorti en Turquie, à Istanbul, en janvier. Avec d'ailleurs le facsimilé que vous voyez projeté là. D'accord. Voilà. Mais c'est-à-dire que comme il y a beaucoup de lumière, on ne voit pas. On l'a éteint le temps que les gens le voient. D'accord. Alors toutefois, avant de poursuivre mon propos, je dois remarquer ici que faire à l'occasion de ce colloque l'historique de cette rencontre d'autrefois, qui pourrait à elle seule motiver mon intervention d'aujourd'hui, revient en fait à situer le temps et le lieu d'où est issu l'ensemble de mon travail d'arménienne de 40 années. Alors, les déterminants biographiques qui marquèrent cette rencontre illustrent d'emblée la raison pour laquelle Krikor Beledian représente à mes yeux, au-delà de sa vocation d'écrivain, ou justement à cause d'elle, un traducteur à tous les sens du terme. Né de parents artisans et commerçants turcophones, survivant peu instruits, puisque 1915 les avait arrachés ou privés complètement de l'école à l'âge respectif de 4 et 14 ans, j'ignorais totalement l'histoire et la culture arménienne. Une quelconque perception de mes origines ne m'était parvenue au sein de la vie familiale qu'à travers ce que me transmettait l'intelligence industrieuse d'un art de vivre avec le peu qu'on a. La mystérieuse splendeur des chants liturgiques de l'église où m'emmenait ma grand-mère et le sombre, l'étouffant acharnement d'une survie trop laborieuse que j'essayais d'abord d'oublier à l'école de la République de mon enfance, qui n'existe plus évidemment, et dont je chercherai ensuite à diminuer le poids au moyen du travail analytique et de l'écriture. J'ignorais donc qu'il existait à Paris des intellectuels arméniens susceptibles de penser ma triste condition d'arménienne déculturée. Lorsque la publication de mon premier texte en 1975 au temps moderne, Comment peut-on être arménien ? Je dois ici évoquer le fait que c'est Anaïs Termination, dont je suivais le séminaire, qui m'a conseillé à ce moment-là d'envoyer le rudiment de ce texte au temps moderne qui a été accepté. Donc, lorsque la publication de mon premier texte en 1975 au temps moderne me valut quelques courriers qui m'amenèrent à rencontrer, dans les années 1976-77, les trois fils spirituels de l'écrivain Zare Vorpouni, Marc Nichanian, Harut Kurdjian et Krikor Beledian. Je pense que ce colloque est un héritage de cette époque. C'est ce que vous avez dit d'ailleurs au début pour ouvrir le colloque. Au cours de nos échanges passionnés de jeunes Arméniens révoltés, pleins d'attentes et d'interrogations, ce dernier, donc Beledian, accepta en 1978 de traduire un manuscrit que ma mère avait exhumé du fin fond d'une armoire, 8 ans après la disparition de son auteur, et il m'annonça qu'il s'agissait là d'un témoignage de déportation, écrit par un survivant de 19 ans, à son arrivée en France. Tout au long des questions qu'il me posa, pour éclairer son travail de traducteur, ses propos édifiants lors de nos multiples conversations, puisque je devais lire ultérieurement dans ses écrits, dont un portrait de mon père que je reconnus en tout point sans l'avoir vraiment connu, c'était dans l'ouvrage collectif de 2009, je vous le recommande, c'est extraordinaire de lire le portrait de quelqu'un dont vous vous dites, mais oui, c'est vraiment ça, comment il est deviné, alors que moi, j'ai côtoyé cet homme toute ma vie qui me parlait très très peu. Donc, ces écrits exercèrent sur moi un effet extraordinaire de révélation. Il traduisait pour la première fois en mots, dans la langue du pays où j'étais née, le français, tout ce que j'avais douloureusement ressenti chez les miens
sans pouvoir le nommer, donc sans pouvoir le penser. C'est cette traduction prise au sens large d'élaboration psychique, induite dans un second temps par la traduction linguistique, qui justifie exactement le titre que j'attribue à Cricorbeledian en le qualifiant de « détenteur et traducteur d'une culture perdue à transmettre ». À propos de son travail sur les témoignages, il décrivait d'ailleurs, dans un entretien récent, un processus analogue qu'il appelle « intégration par l'écriture du magma de l'expérience vécue ». Je le cite. Alors entre en jeu le travail de transfert, de traduction, au sens de faire passer d'un milieu à l'autre. Le magma de l'expérience vécue prend forme. Le processus d'intégration de l'expérience, même déterminé comme indicible, donne corps à l'expérience de ce qui a mis en danger l'existence même du sujet témoin. Là, je vois une idée très importante, c'est que si cela, qui est confusément senti mais pas traduit en mots, le sujet est en danger. En réalité, fin de citation, en réalité, dès l'introduction que j'écrivis en 1982 à sa traduction initiale du manuscrit paternel au temps moderne, j'avais attribué à sa fonction de traducteur une visée autre que linguistique, en la désignant de travail de mise au monde d'un héritage arménien particulier, soit de mise en œuvre de son inscription dans l'universel. Alors je me cite, j'écrivais « Ce travail de traduction représente à mes yeux un travail de mise au monde, une translation et un cadrage à bonne distance de lisibilité par sa transposition linguistique, mais aussi par ses notes de lecture, qui sont passionnantes. Avec ces notes de lecture, on pourrait faire un livre, c'est un badoum, comme vous dites, mais aussi par ces notes de lecture qui insèrent le témoignage dans son contexte géographique et historique. Le traducteur transfère dans une réalité de langage un récit, badoum, qui, s'il n'était pas contenu par ses repérages spatio-temporels, échapperait au champ symbolique de la communication. Fin de citation. D'ailleurs, un des contributeurs à cet ouvrage collectif publié en 2009 autour de sa traduction, le psychanalyste Jean-François Cantaretto, qui commentait la marque de reconnaissance que j'exprimais dans ces lignes, désignait cette fonction comme celle d'une figure médiatrice fournissant un point de vue tiers. Alors je le cite, « La gratitude ici exprimée vis-à-vis du traducteur est celle d'une parturiente vis-à-vis d'un médecin accoucheur. Le texte paternel ne pouvait naître, c'est-à-dire être lu par la fille, que par l'intervention d'une figure médiatrice. Le traducteur est une figure médiatrice en ceci qu'il rend lisible le texte en lui donnant accès et en fournissant un point de vue tiers. Tiercéité encore renforcée par la publication, libérant l'expérience intérieure de sa charge explosive, implosive, grâce à l'étayage offert par l'autre. » Alors, c'est effectivement ce facteur de lisibilité qui rend un héritage, qui rend possible de se servir de son héritage. S'il n'est pas lisible, s'il reste dans le corps, c'est-à-dire dans les sensations, on ne peut rien en faire. Sinon, prendre les armes, évidemment. Mais pour en faire quelque chose, il faut qu'il soit rendu lisible. Et c'est un traducteur à tous les sens du mot qui fait cela. Alors, cette tiercéité de médiateur qu'instaure un tel traducteur est en effet indispensable pour recueillir et transmettre ce qui reste d'une culture détruite, parce que ce reste, il faut le traduire, c'est-à-dire l'inscrire dans la culture dont on bénéficie au pays dit d'accueil de ses parents. Et seul ce qui a été symbolisé peut être traduit, symbolisé grâce, en l'occurrence, aux effets de lecture de textes semblables à ceux de l'écrivain Beledian, lesquels provoquent, chez le lecteur découvrant sa propre histoire en les lisant, une véritable historicisation de ses origines,
C'est exactement ce travail d'inscription dans le monde qu'explique dans l'entretien que j'ai mentionné plus haut, Beledian, traducteur de Václav Altounian. Il écrit, enfin plutôt il dit puisque c'est un entretien. Les passeurs élaborent le témoignage. Ils le constituent. Ils donnent aux matériaux une certaine forme. C'est ce genre de travail que j'ai été amené à faire avec le journal de Václav. Cela a consisté à traduire du turc, noté en arménien, à annoter, à mettre en évidence les points cruciaux, à articuler le texte à ses référents géographiques et historiques. Vous pouvez peut-être aussi passer la carte qu'il a établie, qui est la deuxième carte, la carte de déportation. Elle est dans la page qui suit. Un peu plus bas, un peu plus bas. C'est plus bas. Encore un peu. Voilà. C'est écrit comme le dit en quel... Évidemment, moi, je ne lui avais pas dit d'établir cette carte. On voit le travail du traducteur. Hein. Ce n'est pas un traducteur seulement. Hein. On voit quelle est son implication. C'est lui qui a élaboré cette carte, avec toutes les étapes. C'est ainsi qu'il a été donc... Alors, je continue ce que dit Beledian du travail du traducteur. Cela a consisté à traduire du turc noté en arménien, à annoter, à mettre en évidence les points cruciaux, à articuler le texte à ses référents géographiques et historiques, etc. C'est ainsi qu'il a été élaboré. Le passeur, dans ce cas, donne au texte un accès vers un lecteur potentiel. Il faut être parfaitement conscient de ce processus de formation du témoignage et cesser de penser qu'un témoignage brut, sorti de la bouche d'un rescapé, parle de lui-même. Donc, on fabrique un témoignage, on le fait exister. Or, pour que ce témoignage finisse par parler, il faut un montage. Alors, voici donc la seconde partie de mon texte. Après avoir évoqué ma rencontre avec Krikan Beledian et les raisons pour lesquelles je le nomme un traducteur à tous les sens du terme, j'illustrerai mon argumentation en me référant au corpus de 2 de ses œuvres, publiées à 10 ans d'intervalle, 50 ans de littérature arménienne en France, une histoire littéraire doublée d'une anthologie d'extraits qu'il a lui-même traduit pour une grande part. Je signale que j'ai commenté beaucoup de ces écrivains, en tout cas cet ouvrage dans mon livre L'intraduisible. Et en miroir, je prendrai en miroir un récit dont on a beaucoup parlé, en quelque sorte autobiographique, Seuil, inspiré des photographies d'une liasse qui aurait été confiée au narrateur commentateur. Et il précise un paquet enveloppé dans un sac en plastique transparent, vieilli, fatigué, sale. En lisant ça, par exemple, un exemple, si vous voulez, de voir comment ce qu'on lit fait surgir des choses personnelles. Je me rappelle que lorsque ma mère m'a donné le manuscrit de déportation de mon père, c'était dans un vague papier, je ne sais pas, c'était pas un papier journal, c'était enveloppé dans un papier d'emballage. Alors, concernant la première œuvre, l'histoire du monde et l'histoire psychique des écrivains traduits et commentés par Beledian étant marquée par la disparition, la déflagration du tiers, cette tiercéité que vient justement instaurer la médiation d'un traducteur, la traduction linguistique des extraits de ces écrivains agit comme une traduction psychique de leur contenu traumatique. On se dit, mais tiens, il y a donc un écrivain arménien qui a écrit ça, et il l'a écrit en arménien. Donc, j'existe, je viens de là. Cette traduction constitue une opération symbolique qui, en un triple différé, espace, temps, culture, transporte ce contenu au sein d'enveloppes douloureusement absentes en leur temps. Le théoricien d'une littérature d'exilés apatrides est en cela traducteur linguistique d'auteurs, soit inconnus des lecteurs français, soit rarement connu de ses lecteurs franco-arméniens, devient par là même l'incitateur, chez ces derniers, d'une élaboration psychique
traduisant un patrimoine culturel souvent ignoré d'eux. Autrement dit, si pour un lecteur non arménien, la traduction des auteurs de cette anthologie fournit des connaissances ou des éléments de comparaison historique, elle constitue pour les Arméniens de France aussi et fondamentalement une traduction. En traduisant dans la langue du tiers, sous l'égide d'une double institution du pays d'accueil, une thèse d'université et les éditions du CNRS. Donc, avec la médiation répétée d'une ont transmis de leur expérience, c'est-à-dire en accueillant leur déplacement traumatique dans son propre déplacement linguistique et culturel, l'auteur de cette histoire littéraire en recueille et en transmet les traces. Il les révèle en leur conférant une verbalisation recevable hic et nunc, une affiliation à valeur universelle. La fonction essentielle d'une semblable entreprise de traduction textuelle promeut ainsi un processus d'élaboration, une traduction au sens symbolique chez l'héritier d'un effondrement historique, car elle le confronte pour la première fois à la pensée des pères de sa culture, jusque-là ignorée de lui. La découverte de leur style et de leur pensée va ainsi induire en lui la symbolisation et l'appropriation des données de sa propre histoire. Dans la seconde œuvre, écrite en arménien et traduite par Sonia Bekmesian, que vous avez également entendu, dont vous avez pu admirer le travail, Krikor Beledian sauve de l'effacement des traces d'une disparition dont les lecteurs de la diaspora ont entendu retentir discrètement les secousses en leurs parents survivants sans pouvoir jamais l'identifier ni l'assumer. Alors, j'ai été très contente d'entendre hier soir dans la bouche de Claude Chamichian cette idée que j'exprime ici en disant « ils ont entendu parler le secousse » parce qu'il disait quelque chose d'analogue. Lorsque devant les photographies, le narrateur du récit entend l'injonction « Prends un crayon, écris, qu'on ne les oublie pas. Fais en sorte qu'ils apparaissent, fais en sorte qu'ils vivent, ouvre, va dans les pages intérieures. » Le monde qu'il restitue traduit le monde que les parents taisaient à leurs descendants, nés sans identité, enracinés dans un territoire. Et ces descendants comprennent alors que ce mutisme parental abritait pudiquement le fantôme de semblables aïeuls emblématiques qui hantaient leurs gestes et leur nostalgie. Voici quelques citations illustrant sous des formes radicalement différentes, dans l'un et l'autre de ces ouvrages, les mêmes thèmes exprimés, soit dans les mots d'écrivains en mesure de verbaliser, penser le désastre de leur culture détruite, soit dans ce qu'expriment sans mots des photographies que fait revivre sous nos yeux la piété filiale de Krikor Beledian. Ces femmes brisées, Vergine Antika Elmon, qui, je cite, était allée s'asseoir devant le photographe raide, immuable, avait attendu, patiente comme toujours, avec la détermination des gens qui savent survivre. Fin de citation. Donc ces femmes brisées témoignent. Elles témoignent de la disparition du temps, des lieux, des êtres donnant sens à leur vie, du nom. Rafi Adjemian nous a parlé de la disparition du nom. J'ai été très sensible à ça. Elles dévoilent l'abîme au-dessus duquel leurs descendants ont été mis au monde, le vide d'où ont été engendrés des enfants qui ne peuvent pleurer la perte d'un héritage englouti, invisible, puisqu'ils l'ignorent. Alors, Beledian commente l'étendue de l'espace, enfin Beledian ou le narrateur, je ne sais pas. L'étendue de l'espace et du temps est vide. Simplement, elle se tait en essayant de recréer entre deux points, entre deux événements, le vide largement ouvert. Toute la partie de l'histoire se rapportant à Elmon et à elle avait disparu pour toujours avec son manuscrit. Fin de citation. L'oxymore qui caractérise Vergine
Et il se trouve que Harut Kurkjian l'a dit en arménien dans son exposé. Elle se termine par une question. Vergine n'est pas née pour l'instant, mais elle est morte. Mais qui est-elle? Donc à cette question sans réponse, répond le portrait saisissant de l'Arménien échoué en diaspora que fait l'auteur de 50 ans de littérature arménienne à partir des récits du recueil Les Lumières de Garo Poladian. Les orateurs de ce matin ont eu un temps fou, hein, mais j'ai presque fini. Il n'y a pas de témoin, dit-il, donc ça c'est l'historien de la littérature qui parle. Il n'y a pas de témoin qui authentifie sa naissance et le document atteste la date a été égaré pendant les déportations. Il a vécu un peu partout, comme tous les rescapés du génocide. La Cilicie, les déserts de Syrie, la France, l'Éthiopie. Il n'a pas de nationalité ou il les a toutes, turques, arabes, françaises, russes, etc. Ce que l'on retiendra de ce récit, c'est que l'identité de l'Arménien est confuse, incertaine, liée à une telle terre lointaine et à un événement destructeur. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de mettre en miroir ces deux œuvres, parce que ce que ces femmes disent, l'historien de la littérature le dit à travers les mots des écrivains. Pour Antika, dont les souvenirs s'expriment par la voix du narrateur qui, tout au long du livre, parle, identifié au personnage auquel il insuffle vie, le monde est devenu pour elle ombre et néant. Si les noms des lieux disparaissent, dit le narrateur ou Antika, plutôt le narrateur là, les êtres perdront leur contour. Ils sont partis, ne sont pas revenus. Ça, c'est Antika. Vous voyez comme les deux paroles se mêlent. Ils sont descendus en semant les morts. Son homme aussi est parti avec eux. Comment aurait-elle pu ne pas le suivre du regard? Cette interrogation pudique laisse deviner un amour secret jamais exprimé, tant ce sentiment n'a jamais franchi ses lèvres pour atteindre le niveau d'un son, de parole, d'une pensée. Ils naissent, ils meurent, ils traversent des terres et jamais leurs sentiments les plus intimes ne parviennent à l'état de parole. Elles ne se rappellent pas où elles sont. Ah, il arrive, l'homme, elle n'en croit pas ses yeux, c'est son homme, sa tête pendant à son cou. Ce qu'on appelle le monde n'est qu'une ombre. Si tu le soulèves, il n'y a que néant. Fin de citation. De même, dans le poème de Nigoros Sarafian, cité dans l'histoire littéraire, la description du monde se termine par les ombres qui y flottent. Et après avoir rappelé que pour le poète, le monde est constitué de ces choses fluentes et sans fondement, sur lesquelles il glisse sans pouvoir les atteindre, sans lieu, il est sans attache, Beledian cite son poème « En vain mes yeux regardent, c'est l'infini de la mort, le désert, ni naissance, ni enfance, mais une existence sans souvenir, ni patrie, ni père, ni mère, mais un espace silencieux où flottent les ombres. » Il serait arbitraire de distinguer dans chacun de ces livres les deux thèmes de la disparition des lieux et du temps, car ils sont étroitement mêlés. Quand Vergine, se revoyant sur les routes de la déportation, raconte « Jusqu'à quand? Ce n'est pas clair, il n'y a plus de temps depuis longtemps. L'espace est un point noir. Qui ne passe pas, ne s'arrête pas. Tu n'existes pas, il n'y a plus rien. » Alors, fin de citation. Le travail de réanimation des photos plonge le narrateur dans une sorte d'hallucination, sans repère également. « Je ne sais ce qui s'est passé, dit-il. Des années après, un jour, mais quand était-ce exactement? Où étais-je? Quand était-ce » Et les écrivains de France, convoqués par Beledian, disent également de façon saisissante le double effacement des lieux et du temps. Ainsi, Costanza Royan, nous émigrés, nous sommes à présent des morts vivants. Et la pensée que je suis un mort de ce navire va emporter vers des fosses étrangères, me secoue avec force et me fait frissonner. Par ailleurs, dans les deux romans de Zari Vorpouni, La tentative et l'homme fut, Beledian révèle que l'histoire familiale est gommée, la fonction de la mémoire, si importante pour la constitution du sujet, se trouve paralysée, le vide d'un désert occupe sa place,
comme si le passé était effacé ou censuré. La mère est là, vivante sans vie, morte sans mourir, ni morte ni vivante. Et chez Vasquen-Chouchagnan, on rencontre la figure même de l'étranger qui ne peut habiter ni le pays où il est né, ni le corps qui est le sien, un désir incessant et inquiet d'un objet insaisissable et ou fantomatique, et le désir incessant d'un homme qui se sent exilé sur terre. Le jeune homme est désigné comme un être qui n'a plus personne, qui est abandonné, délaissé. Alors, si les figures de ces figures de femmes écrasées par leur traversée du désert font état dans Seuil de la perte de tous les repères de leur vie, on lit dans les innombrables extraits d'écrivains traduits par Beledian un effort incessant pour créer par la littérature, donc par ce tiers, un englobant symbolique, par ce tiers en français, un englobant symbolique, une localisation susceptible de délimiter un vide inévitable, inhabitable, qui dévaste les liens intrafamiliaux, les liens de la communauté à l'espace, de la communauté au monde des autres, les liens qui la relient au temps, à son histoire. C'est ce vide de sidération que vient peu à peu occuper l'écriture, transmise par la traduction. Et j'insiste beaucoup là-dessus, il faut traduire. Beledian conclut, on notera le vide qui est lié aux exils, c'est-à-dire aux déportations et la confrontation avec le monde occidental. Après la catastrophe émerge l'Occident, et face à cet Occident, les exilés se sentent démunis de moyens de survie, d'une éducation indispensable à une situation nouvelle. Autrement dit, dans les conditions d'une communauté absente, voire inexistante. Alors voici ma conclusion. Je dirais qu'un grand nombre de survivants du génocide arménien étant restés silencieux ou très discrets sur ce qu'ils avaient vécu à cette période de la vie. On comprend, à la lumière de tels textes, combien il leur était nécessaire de se protéger de ce qu'ils ne pouvaient oublier et de protéger leurs enfants en taisant tout ce par quoi ils étaient passés avant de consentir à faire naître d'eux une descendance. Si certains ont pris le parti de ne pas approcher les zones de leur mémoire où s'étaient enterrés ces moments inouïs, si on ne put les interroger de leur vivant, par peur ou par respect du silence vital qu'ils observaient, la traduction des textes d'écrivains soulève le voile salutaire qui s'était déposé sur leur expérience. Ou encore, ce voile fonctionne comme un dépôt à effet retard, permettant à ceux de leurs enfants qui avaient fui le ressassement de trop de désespoir assourdissant de recueillir à petite dose et en position active de sujet enquêteur, que j'ai été par exemple, ce qui ne pouvait ni se dire ni se taire. Le fruit du travail de Krikor-Beledian, traducteur à tous les sens du terme, fait comprendre quel soin mis à préserver la vie, notre vie, avait dicté ce silence à nos survivants, quelle stratégie ils avaient inconsciemment adoptée pour ne pas empiéter sur l'espace psychique de leurs enfants, laisser ainsi libre de parcourir ou non le chemin difficultueux par lequel on devient sujet de son histoire. Nous avons à rendre hommage à la générosité de leur intelligence, en complétant l'injonction « prends un crayon, écris qu'on ne les oublie pas » par « prends un ordinateur, traduis qu'on ne les oublie pas ». La tâche que je définissais ainsi il y a une quinzaine d'années dans La survivance, traduire le trauma collectif, aurait à présent pour finalité traduire ce que n'ont pu dire les survivants, traduire pour hériter d'eux, traduire pour les aimer. Voilà, je vous remercie.